Et salut, salut, bienvenue pour cette petite impro de apéro papote. Donc, l'apéro, c'est la vie, c'était obligé. Il fallait vraiment que je mette le t-shirt raccord. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au rendez-vous. Une première d'un apéro papote, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, l'idée, c'était d'être à la fois dans quelque chose d'assez décontracté, donc à la vôtre, et à la fois dans quelque chose qui nous permette d'échanger de façon vraie, sincère et pourquoi pas profonde, même si on est sur un bout de comptoir. C'est un peu le cas, vous voyez pas, mais c'est comme si j'étais sur une banque. Alors ça a failli pas arriver parce que je suis pas bien. Je vous passe les détails, mais bon, j'ai mangé quelque chose qui m'a pas réussi à midi, donc j'ai failli annuler au dernier moment. Mais malgré tout, je suis là et je pense que justement cette petite bière arrive à point nommé pour me permettre de retrouver tous mes, toutes mes capacités, on va dire. Donc je vois que les personnes commencent à arriver. Coucou Michael, coucou Véronique, Émilie, Alexandra, salut, salut. Vous êtes les bienvenus. J'espère que je vous vois pas moi, mais j'espère que vous trinquez également. Donc à la bonne vôtre, que vous avez pris les petites cacahuètes, le petit verre de vin ou la petite bière ou à la rigueur un jus frais. Et on rentre dans ce moment de petit partage apéro. Il y a d'autres personnes qui se manifestent. Coucou Myriam. Santé, ouais. Et Nathalie, et Sophie, coucou et santé. Alors, plusieurs personnes m'ont envoyé, coucou Sophie, plusieurs personnes m'ont envoyé des questions. Je les ai un peu compactées sur un petit fichier sur mon téléphone. Donc, n'hésitez pas là en live à en rajouter si vous en avez. Et puis, je vais commencer à remonter le fil et puis on va voir comment ça se passe entre celles que j'ai déjà notées et puis celles qui jaillissent au moment. À la tienne, à eux, Michael. Et coucou Caroline. La première, justement, Michael, elle sort du chapeau, elle est là, présente sur mon écran, c'est qu'est-ce que la complétude? Et je crois que c'est un certain Michael qui l'a posé. Qu'est-ce que la complétude? Vaste sujet. Je dirais que, alors, bien sûr, tout ce que je vais évoquer, c'est pas une vérité absolue, hein, c'est ma résonance, c'est ma résonance même dans l'instant. Peut-être que l'instant d'après, ça serait différent. C'est ce qui jaillit là, pour nous, pour maintenant, et dans ce qui me traverse, sachant que voilà, ça n'a pas valeur de vérité absolue. Euh, Comme c'est un peu l'apéro et que j'aime bien les petites bouteilles, je commencerai par dire que la complétude, ça peut être aussi l'attitude des cons qui se complaisent. Euh, mais je crois que c'était pas de celle-là dont tu parlais, Michael. La complétude, je crois que c'est vraiment cet espace dans lequel nous contactons notre conscience unitaire, c'est-à-dire celle où nous avons rassemblé toutes les parts de nous, voire même nous n'avons pas besoin d'avoir rassemblé les parts de nous parce que nous sommes dans cet espace avant même que les parts de nous aient pu être divisées, c'est-à-dire avant même que les parts de nous existent en tant que telles, c'est-à-dire en tant qu'une forme d'individualité, parce que nous revenons à ce tout. Nous revenons à ce tout en nous-mêmes, mais ce tout au rang peut-être universel ou omniversel, qui fait que en me fondant en tout et en ressentant ma conscience en tout et en me ressentant faisant partie du tout, alors tout change. Je peux tout vivre, je peux tout comprendre, je peux tout aimer. Et la complétude, elle est là. Plus rien ne me manque, plus rien n'est absent, plus rien ne pourrait venir à manquer. Tout est là, tout est. Et je suis avec tout, je suis en tout, je suis. Quand je reviens à cet espace où l'individualité épouse l'universalité et l'unité, alors là se trouve, à mon sens, une forme de complétude. Merci pour cette question. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à réagir. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Bienvenue. Alors, on a une question un peu longue, mais je vais vous la lire. Une question d'une demoiselle qui dit tout d'abord, bon, merci pour ce que tu fais. C'est une super idée cet apéro vapotage. Content que ça vous plaise. Euh, alors, ma question est pas vraiment précise. Je sais pas comment la formuler. Je désespère car je sais que je suis faite pour guider les gens, les aider à se débarrasser de vieux schémas, etc. Hop, mon écran s'éteint. J'ai une page pro, bon, j'ai un autre métier à côté, mais je désespère parce que mon activité ne décolle pas. Du coup, est-ce que je fais bien les choses? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être au service du divin? Je crois, je la prends cette question parce que je crois que c'est une question qu'on se pose tous à un moment donné de notre cheminement. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis là où mon âme attend que je sois? Que le divin attend de moi? Tout ce qu'on peut se raconter, se mettre la pression, patati, patata.
ben, moi j'ai envie de te dire, lâche-toi la grappe, quoi. Détends-toi, tu es exactement là où tu dois être. Il se passe exactement ce qui doit se passer, ni plus ni moins. Et peut-être que la seule chose qui compte, c'est de laisser tomber des enjeux. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu as quelque chose à faire d'autre que ce que tu incarnes? Est-ce que tu as quelque chose à faire plus que être? Et puis, est-ce que ce que tu ressens, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que parfois on a des perceptions qui ne sont pas justes, et c'est ok, elles sont pleines de filtres. Est-ce que ces perceptions, elles te mettent en joie surtout? Et si elles te mettent en joie, est-ce que tu as besoin d'autre chose comme justification que le seul fait que ça te mette en joie? C'est-à-dire, est-ce que tu peux pas passer sur le je sais absolument que je suis faite pour cela? Tu n'es pas faite pour cela, tu es faite pour être. Après que ce qui te permette de te déployer, de t'épanouir dans cette existence, c'est ça, feu, vas-y. Mais ça veut dire que déjà, tu vas regarder que tu le fais pour toi. Tu ne le fais pas pour tous ces gens, en réalité, que tu aides à dépasser des schémas. Si tu regardes au cœur du cœur, au-delà de tout ce qu'on se raconte, tu le fais pour toi. Parce que c'est ce qui t'épanouit, c'est ce qui te fait te sentir bien, c'est ce qui donne un but et un sens à ton existence. Tant que ça, tu le vois pas, tu vas être dans la recherche à l'extérieur de quelque chose, et puis t'évertuer, t'épuiser, puis ça fonctionne pas. Ensuite, cette même donnée, quand bien même elle serait alignée, eh bien, enfin, si elle était alignée, ça serait là. Mais quand bien même ça serait aligné en place dans le bon tempo, peut-être que tu vas le chercher par un biais qui n'est pas le bon, parce que tu restes dans le faire, et donc tu restes dans une forme. C'est-à-dire, ça devrait se passer de cette manière-là, avec des soins énergétiques ou des accompagnements, ou que sais-je. Alors qu'en réalité, ta simple présence, peut-être dans ton autre métier, peut-être quand tu prends les transports en commun, peut-être quand tu fais tes courses, peut-être quand tu es en train de boire un verre avec des amis, ou que tu es là juste à l'apéro avec nous, cet apéro virtuel papotage, eh bien peut-être que c'est à ce moment-là, en incarnant ta lumière, en faisant ce qui vibre pour toi, que tu participes à cette ouverture. C'est parfois en faisant tes propres choix pour toi et en ne t'obligeant pas justement pour les autres, pour un idéal, pour ce que ton être divin voudrait pour toi. Ton être divin veut une seule chose, à mon sens, c'est que tu brilles de toute ta lumière, que tu rayonnes, quel que soit ce qui te fait rayonner. Alors tous ensemble, libérons-nous de tous ces fardeaux, de tous ces poids, de toutes ces obligations qu'on s'est mis sur les épaules en se faisant penser que le divin attendait quelque chose de nous. On a toujours, y compris dans la spiritualité, un rapport vertical au divin. Alors on dit oui, mais nous la religion c'est pas du tout ça, etc. Mais c'est la même. On est emprunt des mêmes mécanismes c'est notre inconscient collectif, hein, que dans la religion catholique, avec le côté où on va se flageller si on n'est pas conforme à ce que le Dieu supérieur attendrait de nous, qui peut nous fustiger, qui peut arriver avec la colère de Dieu. Mais Dieu, il veut rien pour nous, sinon qu'on rayonne, parce que c'est ainsi qu'on rend service au monde, quoi qu'il nous fasse rayonner. Que ce soit rester au fond de notre lit, que ce soit changer d'idée à la vitesse de la lumière, que ce soit faire l'amour, que ce soit aller se balader, que ce soit se lancer des nouveaux défis en permanence, que ce soit travailler de manière harassante, que ce soit en aimant, que ce soit en se divisant, quelles que soient les expériences que nous faisons, c'est toujours être un peu plus à la rencontre de ce que nous sommes et avec ce que nous sommes. Donc, si je reviens sur la question et à la fois en essayant de la rendre la plus générique et générale possible pour que chacun puisse s'y reconnaître, les choses ne sont pas binaires en termes de ça décolle ou ça décolle pas, donc je suis sur mon chemin, je ne suis pas sur mon chemin. Moi, je crois qu'il n'y a pas de chemin. Je crois qu'il y a de multiples voies qu'on peut explorer à chaque instant. Elles sont toutes bonnes, sans exception. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est avec quelle conscience, avec quelle présence, avec quelle énergie je les investis. Est-ce que je les investis avec la joie et la foi dans le fait que ça me transcende, ou est-ce que je m'évertue sur cette voie parce que je pense que c'est ce que je dois faire, ce qu'on attend de moi, et que c'est ainsi que j'aurai aussi, au bout du compte, une forme d'accomplissement et de réalisation, pour ne pas dire d'éveil ou d'ascension. Peut-être que le plus beau cadeau que tu pourras t'offrir et que tu pourras offrir un jour à quelqu'un, eh bien, c'est quelqu'un qui te demandera de l'aide et à qui tu diras non. Parce qu'à la fois, peut-être tu verras en elle la capacité de trouver ses ressources toute seule et tu entendras aussi dans l'accompagnante que tu es le fait que c'est la limite que tu vas lui mettre qui sera la plus aidante, plus que tout ce que tu aurais pu lui dire
de beau, de merveilleux qui aurait pu l'accompagner et qu'aurait pu lui faire du bien dans l'effet pansement, mais qui aurait pu aussi peut-être être complaisant. Et puis pour toi, ça sera le jour où tu t'autoriseras à vivre pour autre chose et que du coup, tu pourras, bien sûr, à certains moments, jouer ce rôle-là. Mais ta vie, ton existence, ta légitimité, ta dignité à être ici ne sera plus assujettie à cela. C'est-à-dire que oui, c'est un plus, c'est un véhicule et un médium par lequel ta présence peut s'exprimer, mais ce n'est pas exclusif et surtout, ce n'est pas nécessaire. C'est ce qui fait toute la différence. C'est quand tu en as envie, comme tu en as envie, quand tu le sens, de manière total free, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Merci pour cette question. Alors, je continue. Je vois pas bien si vous mettez des questions ou pas. Donc, ah, si, il y a des. Coucou Elisabeth, et que tu me forces à sortir une bière obligée, c'est pas mal. Alors du coup, je trinque aussi à ta santé. Coucou Muriel, coucou Samuel, Clariga, Solange, coucou Anan, Marie-Paul, bonsoir, Karine, bref, Farida, Béatrice, on y va, Caroline encore. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eric, coucou Eric. Alors je vais prendre une deuxième question déjà de celle que j'ai tirée et puis je sais pas si comment ça se passe, c'est la première fois que je fais un live, je sais pas si vous avez possibilité de liker une question qui vous parlerait comme c'était le cas avant sur YouTube quand on faisait les conférences en ligne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire remonter quelque chose qui parle à un maximum de personnes. Alors il y a une personne qui m'a posé une question qui est plus ciblée sur les séances que je propose actuellement. Alors un petit coup quand même pour la route. Vous savez quoi, vraiment la bière et puis le fait d'être avec vous me fait vraiment du bien parce qu'effectivement j'ai failli pas pouvoir tenir et là c'est parfait. Donc une personne me pose la question, est-ce qu'une séance PK, donc je précise parce que beaucoup de personnes m'écrivent aussi en me disant PK, EMCA, qu'est-ce que ça veut dire? PK c'est processus d'expansion de conscience assisté par me, votre humble hôte. Donc cette personne me demande est-ce qu'une séance PK agite les cellules comme une émulsion et chacune reprend sa place ensuite, ou bien cela modifie-t-il la conscience, l'évolution de l'être en nettoyant ce qui est prêt à émerger comme un reset? Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la réponse est dans la question et je dirais option B. L'idée c'est peut-être même que effectivement on va revenir à une forme de point zéro et que l'architecture de nos particules telles que nous les vivons sur le plan vibratoire aujourd'hui n'est peut-être pas l'architecture qui est la plus juste pour nous, la plus déployée et puis la plus honorante. Et c'est comme si au gré justement de tout ce qu'on a à considérer comme nos mémoires, nos croyances, nos peurs, nos filtres, nos conditionnements, eh bien ces particules s'étaient assemblées différemment, un peu comme des Rubik's cubes, et cet effet domino fait que on crée une autre architecture avec laquelle bon an mal an on s'adapte, mais qui est aussi le reflet de la manière dont on se vit et dont on vit le rapport au monde. Et puis tout ça au gré de centaines d'années, de millénaires, voire d'éons. Et donc tout se modifie. La séance PK va venir effectivement pour nous permettre de retrouver l'empreinte de ce que nous sommes vraiment, de notre conscience originelle, de passer au-delà des filtres, au-delà des blessures, au-delà des mémoires, des croyances, des peurs, et de solder des paquets sans forcément s'en occuper parce qu'on arrive là sans objectif, sans but. L'idée est de kiffer l'expérience et de ne pas être dans l'objectif d'un travail. Et simplement, c'est l'onde de cohérence qui va nous ramener à une réparation, voire même à une réécriture de nos histoires à la lumière du temps radial. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même plus en train de guérir ou de déprogrammer ou de pacifier une mémoire, une histoire ou que sais-je encore, ou d'inverser une croyance. Finalement, ce qui avait toujours existé et qu'on essayait de guérir, l'instant d'après n'a jamais existé. Parce que on a réécrit tous les scénarios sur tous les plans. Alors, ça peut paraître un peu barré comme ça, et pourtant c'est vraiment ce qu'explique les champs de potentiel, les champs morphogénétiques, les champs quantiques, les lignes temporelles et comment à un moment donné on peut jouer avec ça. Et c'est exactement ce qu'on fait, mais sans en avoir l'air et sans être focusé sur ça, parce que dès que nous focusons, nous fermons le champ. Du coup, cette émulsion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agite les particules, mais elle leur permet de retrouver leur assemblage le plus favorable pour eux.
sans que nous-mêmes nous y mettions notre veto et notre contrôle avec justement les conditionnements, les filtres et les masques que nous collions dessus. C'est-à-dire que nous laissons la vie à nouveau œuvrer, agir, et que c'est l'orchestration, l'alliage, l'alliance parfaite dans l'instant qui se manifeste et que je laisse être, et avec laquelle ensuite je m'expérimente. Et donc du coup, c'est exactement ce qui fait ressortir de nouveaux potentiels et où on est beaucoup plus sur l'acquisition ou l'émergence, plus exactement, l'éveil et l'émergence de vertus, de qualités, de potentiels qui avaient toujours été là, mais que je ne m'autorisais pas à vivre pleinement et qui tout d'un coup sont libres de se vivre sans que je les stimule et sans que je les retienne. J'espère que ça aura répondu à ta question. D'ailleurs, alors il y en avait une autre que je vais essayer de prendre qui était en corrélation. Voilà. Il y a Alexandra qui nous a dit. Attendez, je prends un petit coup. Il y a Alexandra qui nous a posé une question aussi sur les EMCA, donc je vais y répondre et puis après on passe à autre chose parce qu'on n'est pas là pour parler que de ça. Chut, pas des marques. Donc dans ta présentation au MCA, tu parles de sortir de la quête. Je parle de ça parce que j'avais fait à l'époque, je ne sais pas si on retrouve encore les ateliers, je crois que oui, je crois qu'il y a l'atelier en ligne sur mon site. Il y avait un atelier en ligne qui s'appelait Sortir de la quête. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et hop, j'ai perdu le message. Hop, alors. Là. Tu parles de sortir de la quête. Comment sortir de la quête? Si on vient te voir, c'est aussi dans un désir de quelque chose de plus, par exemple. Et c'est pas faux. Et c'est bien vu, même Alexandra. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu facile. Et je le disais déjà il y a 2 ans ou 3 ans dans cet atelier en disant, hey, le gars, il est là, il fait des conférences, il fait des stages et il vous dit, hey, mais les gars, sortez de la quête, arrêtez de lire, arrêtez de faire des stages. C'est un peu easy, quoi. On peut se dire, bah, le gars, il se fout bien de notre gueule, quoi. Ou alors, il a pris le truc, c'est tellement énorme que franchement, on n'ose même pas lui opposer. Mais si, il faut aussi oser l'opposer. Elle est où la subtilité pour moi? Elle est dans le fait que je crois que parfois, ou en tout cas à un moment donné de notre cheminement, de notre histoire, on rentre dans une forme de consommation hyper excessive, de lecture, de stage, de plein de choses où on veut absolument évoluer, où on est dans une boulimie de ça et c'est super, mais à la fois où c'est pas forcément juste non plus. Ou en tout cas, c'est juste l'espace d'un instant. Et puis après, il faut savoir en sortir. C'est comme une thérapie, il faut savoir y rentrer, il faut savoir en sortir. Mais là, c'est pareil. Sinon, on s'y perd dedans. Et on se fixe des objectifs toujours plus loin. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des superbes émissions. Quand on dézoome un peu du milieu spirituel, il y a des émissions moi, que j'adore et avec lesquelles je me sens assez en phase sur France Inter. Et il y en a eu beaucoup ces derniers temps, ces 6-8 derniers mois, sur la tyrannie du bonheur. Et il y a beaucoup de livres aussi qui sortent sur ça, sur les effets toxiques du développement personnel. Et je suis assez d'accord avec ce qui est dit par des philosophes, par des sociologues, voilà, par des thérapeutes aussi. Donc bref, ça c'est une parenthèse, mais il y a quelque chose autour de ça. On est toujours en quête de quelque chose et on crée de la frustration. Mais au-delà, l'idée, et en tout cas dans ce que je propose par exemple sur la présentation de l'EMCA, c'est justement de venir vivre un kiff. C'est-à-dire, il n'est pas question de ne plus rien faire. Il est question de sortir du faire comme processus pour arriver peut-être un jour à être. Si j'arrête de vouloir être et que je pense que c'est au travers de mes actes et de mon cheminement et de ma quête justement et de tout ce que je vais mettre en place que je vais atteindre un état d'éveil, mais que je reviens au fait que je suis éveillé et que je suis tout court et que je goûte cela en moi, alors ben, j'ai plus besoin de faire. Mais une fois que j'ai plus besoin de faire, c'est exactement à ce moment-là que je peux me remettre à faire. Parce que mon faire, mon action n'est plus une tentative d'exister, mais au contraire, exactement le prolongement de ce que je suis. Donc, c'est-à-dire que l'action n'est plus une tentative, un projet pour exister, mais c'est au contraire l'expression même de mon être-té. Donc, c'est à travers elle, à travers cet acte, que je manifeste ma vibration. Et c'est là que ça fait toute la différence. Ça veut dire que venir faire une UMCA, mais comme aller faire plein d'autres choses, si j'y vais non pas dans un objectif et dans un enjeu, non pas pour résoudre des choses, pour acquérir quelque chose de plus, mais que j'y vais simplement pour le kiff, comme on est là. On s'est dit, tiens, moi ça m'a pété, j'ai dit, bah tiens, je vais proposer un apéro papotage. Et puis il y a plein de personnes qui se sont dit, oh, waouh, mais l'idée, ben, ça me botte, c'est sympa, c'est original, c'est décomplexé, ben tiens, on y va. Mais on n'y va pas forcément pour apprendre des choses, même s'il y aura des choses qui résonneront, d'autres peut-être non. Et puis à la rigueur, on s'en fout, parce qu'on est là pour passer un petit moment.
Au-delà de ça, ce qui était important, c'est d'avoir envie. Est-ce que ça résonne pour moi? J'ai envie de partager un moment avec ces gens que je ne connais pas et avec qui il peut y avoir des échanges sympas entre vous sur les posts, avec moi, etc. Est-ce que j'y vais parce que c'est fun, comme je vais à un spectacle, comme je vais, ou est-ce que j'y vais parce que je pense qu'il y a une utilité, que j'ai quelque chose à en tirer? Et dès que je suis encore dans ça, dans l'obligation, dans l'enjeu, dans la pression, dans le fait d'identifier qu'il y a quelque chose qui se joue, eh bien, je suis déjà en train de me plomber. Sortir de la quête, c'est ça. Ça ne veut pas dire ne plus faire aucun stage, ou ne pas faire un autre livre, ne pas lire un autre livre, mais c'est pourquoi je le fais. Dans quelle intention, avec quelle conscience, avec quelle présence, et quelle part de moi s'en saisit. Est-ce que je le fais parce que c'est fun? Est-ce que je continue de me raconter des histoires parce que c'est cool de se raconter des histoires et que je le vis bien, mais qu'à la fois je vois les histoires que je me raconte et que je suis au clair? Ou est-ce que je m'aveugle moi-même et que je continue de m'aliéner en souhaitant, au contraire, m'affranchir? Et pour moi, sortir de la quête, c'est ça. Quand je ne cours après plus rien, qu'il n'y a plus de cheminement, même si je peux jouer avec les mêmes cartes et mettre les mêmes costumes et les mêmes masques, parce que peut-être qu'ils me plaisent et peut-être que je m'amuse avec, mais je ne suis plus dupe de mon jeu intérieur. Merci. Alors, euh, il y a question spéciale, Hélène. L'amitié pour toi, c'est partager des cacahuètes sans chichi. J'ai l'impression de faire un blind test, pas un blind test, mais un jeu. Ça me rappelle les jeux de cet été, Hélène. Euh, alors, l'amitié, c'est pour toi partager des cacahuètes sans chichi, partager un regard, une vision, partager un vécu, rien partager mais se reconnaître, ou toute autre chose. Bonne question. C'est dommage voilà, qu'on puisse pas tous y répondre en même temps. Alors, ben pour moi, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire que je me reconnais dans tout ce que tu as dit, mais je pense qu'il n'y a pas une amitié, il y a des amitiés. Et je pense que l'amitié, c'est parfois partager des cacahuètes sans chichi, complètement. Euh, Parfois, c'est partager un regard, une vision, et parfois, c'est tout le contraire aussi. Je sais pas, je pense à mes amis les plus proches que j'ai depuis 30-35 ans pour une bonne partie. C'est des gens avec qui j'ai pas une vision commune sur plein de choses. C'est des gens qui ne connaissent pas vraiment ce que je fais professionnellement, qui le savent, mais de loin parce qu'ils s'y intéressent pas et c'est pas leur cam, ce qui fait quand même d'eux des êtres spirituels. C'est des gens avec qui je peux ne pas avoir les mêmes opinions politiques, les mêmes envies de vie. Euh, et à la fois, il y a quelque chose d'autre qui rassemble, effectivement, qui est peut-être simplement cette symbiose et cet amour. Pour moi, je crois que ce qui pourrait qualifier. Alors, et il y a des gens que j'ai eu des amitiés virtuelles avec des gens que j'avais très peu vus et avec qui j'ai continué d'entretenir des liens, voire même l'inverse, des personnes que j'avais jamais rencontrées et qui sont restées des correspondants ou ce genre de choses, et avec qui on a pu partager des choses très fortes. Se reconnaître, en tout cas, ça me paraît impérieux. Je crois que c'est la clé de tout. Je dirais que moi, si je devais en une définition traduire l'amitié, ça serait certainement ça. C'est de l'amour auquel on donne une autre forme. Et après, peu importe quelle est cette forme, en réalité. Que ce soit le meilleur ami du monde avec qui on est fusionnel et avec qui on fait tout et qu'on raconte tout, que ce soit des amis euh, qui passent de manière épisodique dans notre vie, même s'ils sont toujours présents dans nos pensées et dans notre cœur. Euh, c'est une personne avec qui tout d'un coup, euh, il y a eu cette rencontre, il y a eu cette communion. Et quand on s'est vu, comme quand on est enfant et qu'on n'a pas encore tous les masques, qu'on est vrai, on est brut de décoffrage, et bien comme cet enfant, quand on se connaît à cet âge-là, quand on a 2 3 ans, on se connaît pour la vie. On a beau épouser plein de costumes différents, prendre des directions différentes, ne pas toujours se reconnaître, on peut se dire qu'on a changé, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas et qu'on reconnaît chez l'autre. Ben là, c'est pareil, je crois que la véritable amitié, c'est quand on a rencontré quelqu'un, même une nanoseconde, même si on ne nourrit pas une relation particulière. Et dans cette rencontre-là, on s'est vu. Et ça fait toute la différence quand on claque. Et je crois qu'effectivement, partager une expérience qui plus est, une expérience forte, soude souvent des amitiés pour la vie. Merci Hélène, ma pote. Alors, je vois qu'il y a il y a plein de commentaires. Eh ouais, Cécile, super t-shirt, quand t'as vu, j'ai sorti l'apéro, c'est la vie.
Et oui, Nathalie, juste le jeu, c'est ça, le jeu sans enjeu, et y compris quand on se fait croire encore à l'enjeu. Bon, ça va, je pense que c'est des, super, Alexandra. Bon, alors je reprends là, je vois que, oh là là, ça fait déjà 25 minutes, mon Dieu. Alors, il y a Claire qui nous demande, Hello, que pourrais-tu dire sur la peur du manque? Que j'ai de l'argent ou pas, la peur du manque refait surface à chaque occasion. Peux-tu nous éclairer sur ce sujet, s'il te plaît? Bah, je vais essayer. Moi, la peur du manque, c'est quelque chose que je connais très très bien. Très très bien. Je sais pas. Je sais pas, je crois que je l'ai déjà raconté une fois, lors d'une conférence en ligne. Je vais vous raconter quelque chose de personnel qui m'a beaucoup marqué. Moi, la peur du manque, je m'en suis toujours senti pétri. À tort ou à raison, j'ai eu la sensation de manquer étant enfant. C'est pas une valeur objective parce qu'on prend deux personnes, ben, je prends moi et ma sœur, déjà on n'a pas du tout la même vision de notre enfance et on n'a pas la même sensation de par rapport à nos besoins de sécurité d'avoir l'un et l'autre avec nos fonctionnements chacun euh, la sensation même d'avoir vécu la même enfance et et donc, du coup, moi, j'avais un leitmotiv dans ma vie, c'était bah, de tout sécuriser, quoi. Et du coup, le premier job dans ma vie, même s'il était tourné vers le social, c'était un job qui était hyper sécure. J'aurais pu y passer ma vie. Et c'était l'équivalent d'un job de fonctionnariat qui allait me permettre, voilà, d'être dans les clous et de ne plus me soucier de ça. Et donc, du coup, de me débarrasser des stimuli, mais finalement, qui me mettaient quand même dans le fait d'entretenir cette peur du manque parce que même si j'évitais les circonstances qui allaient me mettre en inconfort avec et qui allaient la faire ressurgir, elle était toujours là. Et puis, ben, la vie a fait que j'ai eu cet appel en moi qui m'a poussé justement à sortir de la sécurité, à tout lâcher, tout ce que j'avais mis en place pour justement être à peu près apaisé et donc ben, rencontrer à chaque instant ma peur du manque. La rencontrer tout en ressentant cet élan de je ne risque rien et à la fois des moments plus délicats où tout d'un coup le stress montait et l'angoisse, où je me faisais vivre des scénarios catastrophes. Et il y en a eu un jour où justement une administration a fait un mauvais examen sur mes comptes d'entreprise et du coup a tout bloqué. Et donc du coup je pouvais plus disposer de rien. Ils pensaient que je leur devais une somme que je leur devais pas. C'était même l'inverse au final, mais c'est même pas le problème cette expérience-là et je remercie aussi cette administration parce qu'elle m'a fait visiter quelque chose. Elle m'a fait visiter non seulement ma peur du manque, mais elle m'a fait visiter aussi et surtout au travers, derrière la peur du manque. Et je dis ça parce que je crois que c'est ça en réalité qui te concerne. C'est pas la peur du manque en soi. Elle m'a fait visiter derrière ma difficulté à recevoir. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on m'a renvoyé encore différemment ce matin en séance. Donc merci pour ça parce que c'est venu me tilter. Il y a quelqu'un en séance qui m'a renvoyé quelque chose de magnifique aujourd'hui, qui m'a dit, ben voilà, au-delà de participer à des ateliers, etc., parce que ça me fait plaisir et que j'adore ton approche, j'aimerais t'aider. Et ça fait plusieurs personnes qui me disent, ben, j'aimerais t'aider de manière différente. Certains qui me disent, ben, j'aimerais t'aider en te soutenant financièrement. Il y a des personnes qui me disent, ben, moi j'ai du temps à donner pour toi. Moi j'ai telle expertise et j'aimerais la mettre à ta disposition. Je peux t'aider à créer du crowdfunding, etc. Je pense à certaines personnes qui sont là. Tu as un projet, voilà, appuie-toi sur du monde, sur des énergies, on croit en toi. Et puis, j'ai tendance à toujours tout faire tout seul. Et à pas déranger, à rester dans ma bulle. Et donc, cette personne m'a renvoyé ça et elle m'a dit, ben, tu donnes, mais il est temps aussi d'accepter d'être épaulé, soutenu et aidé aussi. Donc, bon, j'ai entendu, je dis, bon, je vais cheminer autour de ça. Et donc là, de la même manière, il y a quelques années, quand ça m'est arrivé avec mes comptes bloqués, ben, il y a des personnes qui sont arrivées et qui avaient rêvé de ça. Enfin, elles n'avaient pas rêvé de ça, mais elles avaient rêvé où on leur disait de me donner de l'argent. Il y a trois personnes qui sont venues avec des enveloppes de plus en plus importantes où elles me disaient, ben, tiens, voilà, il y a ça pour toi. Et en fait, derrière la peur du manque, ben, malgré même la peur du manque, il y avait la fierté, certainement l'orgueil même, la honte. Il y avait plein d'émotions qui étaient mélangées et qui faisaient que je devais me débrouiller tout seul, je ne pouvais compter que sur moi-même, c'était mon leitmotiv, hein, c'était ce que j'avais mis aussi comme un moyen de me sécuriser dans la vie. Et finalement, la vie m'invitait à faire péter ce carcan-là en acceptant de dire oui. Donc en réalité, derrière la peur du manque, ce qui se jouait, c'était le fait d'accepter la providence.
Ce n'est pas forcément sous la forme sous laquelle j'avais prévu que cet argent arrive, mais il peut être là à disposition. Et quand enfin, au prix de un gros lâcher prise à l'intérieur de moi, j'ai accepté de dire oui à ces enveloppes, l'expérience était finie et mes comptes étaient débloqués. Donc en fait, j'ai même pas touché à l'argent dans les enveloppes, j'ai pu les rendre et c'était fini. Donc peut-être que derrière la peur du manque, ce que tu visites, c'est ton besoin de contrôle. Et derrière les besoins de contrôle, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les manques de foi. Donc pourquoi j'ai pas foi en la vie? Pourquoi j'ai pas foi dans ce dans quoi je me réclame de la foi? Et ensuite, pourquoi il faudrait que ça se passe exactement comme mon mental l'a projeté? Et souvent, le piège est là, la providence, elle arrive par un autre biais que celui sous lequel je l'avais projeté. Est-ce que je suis en capacité de l'accueillir pour autant? Ou est-ce que je vais rester rivé, focusé dans un chat d'aiguille sur uniquement la manière dont je voulais que ça se passe? Ou est-ce que je peux vraiment cueillir et savourer quand même que ce soit là? Je crois qu'il n'est donc pas question. Le manque et la peur du manque ne peut venir que parce que tu ne te laisses pas traverser, que tu fais obstruction aux grâces de la vie. Laisse-toi cueillir. Merci beaucoup. Allez, j'en prends une ou deux et j'arrête parce que je suis attendu après. Je ne peux pas rester indéfiniment. On va quand même prendre celle-là. Elle m'intéresse. Et du coup, je bois un peu parce que c'est bien joli, mais sinon, c'est plus un apéro papotage. Hein. Vous devez en être à la troisième, je suis sûr, derrière votre écran. Michael, je sais que. J'ai failli mettre un petit fond musical, ça aurait été sympa. Hein. La prochaine fois, on se fait ça. On se met une petite musique, une playlist, où chacun joue. Ah ouais, on se branche sur une playlist sur Deezer tous ensemble. Parfait. Un peu de chill. Alors, il y a une personne, Isabelle, qui nous dit bonsoir, selon toi, quelle marge d'évolution spirituelle ont les personnes ayant des troubles psychiatriques, genre paranoïaque, schizophrénie, et comment les accompagner sans subir leur agression involontaire? Ben, je crois, je pourrais détailler pendant des heures, mais je vais dire ce qui sort là. Il y a plein d'aspects que je vais raboter là dans tout ce que j'aurais eu envie de partager. Mais ce qui me vient vraiment, là, spontanément, c'est non, ils n'ont pas de marge d'évolution spirituelle parce qu'ils sont déjà spirituels au même titre que chaque individu et que donc du coup, ils n'ont pas forcément à arriver quelque part, à évoluer. En revanche, je pense que c'est des êtres qui nous montrent, très certainement, ça a une résonance pour eux, mais ça a une résonance aussi pour nous, ils nous montrent les risques de ne pas être incarnés. C'est-à-dire que c'est des êtres qui ont des capacités extraordinaires et à la fois qui n'arrivent pas à le canaliser ici et à le mettre en corrélation avec les plans incarnés. Donc du coup, ça peut générer des dissociations, des dédoublements de personnalité, etc., etc. Et ça aussi, je l'ai déjà partagé, c'est quelque chose que je connais bien, parce que j'ai eu un membre de ma famille qui m'était très cher, qui était atteint de schizophrénie, et puis j'ai également eu une personne dans ma vie qui a été diagnostiquée aussi. Et donc j'ai pu voir ce que ça pouvait générer. Et à la fois j'ai pu voir aussi l'être à l'œuvre dedans. Et il n'y a rien à changer. Je crois que par contre, ce qui est important, au-delà de comment accompagner, c'est peut-être en prenant la responsabilité du miroir aussi. Je vais prendre un exemple basique qui, a priori, n'a rien à voir, mais parfois je vois des gens qui me disent ah, ben, j'aimerais que mon conjoint ou ma conjointe s'éveille comme moi, vienne faire des stages, s'intéresse aux mêmes choses. Sauf que ces personnes sont complètement barrées, c'est-à-dire qu'elles sont perchées loin parfois, et avec une prise à la terre qui est très menue, pour pas dire parfois inexistante. Et en fait, l'autre fait contrebalancier. Parfois, ces êtres dits atteints psychologiquement ou de manière psychiatrique, pathologiquement, eh bien, sont aussi ceux qui font, ceux qui grillent leur plomb pour pas que d'autres se grillent. Et à la fois, ils contrebalancent. Le meilleur moyen de leur permettre de re-rentrer dans une forme d'équilibre de tempérance, c'est nous-mêmes, à l'intérieur de nous, de vivre cette tempérance. C'est-à-dire de cesser d'aller toucher des extrêmes d'un côté, sans être en capacité de les gérer, de les régler, de les absorber ici. Donc c'est gérer notre prise à l'incarnation et notre prise au ciel,
en étant non pas dans une fuite ou en combat de quoi que ce soit, mais en pouvant vivre ces deux réalités de manière connexe, simultanée, apaisée, fluide, et, euh, et que par exemple les connexions vers là-haut ne soient pas une fuite d'ici, mais simplement une coexistence, deux aspects différents d'une seule et même réalité. Et donc du coup, eux aussi, ils peuvent revenir dans certaines zones. Je crois que c'est surtout ça qui m'apparaît important de dire. Je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre d'eux. Au-delà, effectivement, des aspects qui peuvent être violents. Moi, j'ai eu un oncle qui était schizophrène, diagnostiqué, en tout cas schizophrène très profond. Il a passé près de 30 ans en hôpital psychiatrique hein, avant de décéder. Et pour moi, c'était un véritable maître et il m'a bluffé plein de fois par ses visions, par sa capacité à capter des choses avant que ça n'arrive. Il était vraiment visionnaire et puis il peignait aussi des tableaux magnifiques ou alors extrêmement sombres, mais avec une technique hallucinante, juste en étant en canalisation médiumnique. Et il faisait des choses dingues, dingues, dingues. Et il était extrêmement doué à plein niveau. Ça a été un cuisinier dans un restaurant étoilé. Il a fait plein de choses avant de vivre cette expérience-là. Et moi, ça m'a beaucoup fait peur. Parce que, pas lui, parce que j'ai toujours eu la sensation, même s'il a été violent, il a été violent avec des membres de ma famille, dans des états de crise et de panique, mais j'ai jamais eu réellement peur de lui. J'ai toujours eu le sentiment, peut-être aussi parce que mes parents nous ont toujours fait le côtoyer, etc., de manière rapprochée. J'ai toujours eu la sensation qu'il ne ferait jamais de mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même dans des états de crise où j'ai pu avoir la, la frousse, parce que je me suis retrouvé dans des situations en étant à 11-12 ans, en me retrouvant tout seul et qui s'était échappé et qui débarquait là et qu'il était dans un état oui, de crise et de délire total. Malgré tout, j'ai pu contacter des choses magnifiques et puis continuer de ne pas douter qu'ils n'attentent pas à mon intégrité. Et, euh, et au-delà de ça, j'avais quand même peur parce que j'y ressemblais énormément. Je parlais pareil, je me tenais pareil, et donc il y avait vraiment une sorte de gémellité entre lui et moi, et forcément c'était le spectre dans la famille, quoi. Il fallait pas que je finisse comme lui, et en m'intéressant au spirituel, en commençant à parler de mes perceptions, c'est devenu quelque chose de fantomatique et de craint par beaucoup de membres de ma famille. Et un jour, peu de temps avant qu'il décède, j'ai compris que moi aussi, qui avait eu peur de la folie à plein de moments et qui avait retenu pleines perceptions, j'endiguais ça, je voulais pas que ça aille trop loin, et y compris quand j'étais thérapeute et enseignant, il y a plein de fois où j'allais pas au bout du truc parce que il fallait que je garde le contrôle, et que j'avais peur de perdre pied. Et en fait, quand il est, ouais, peu avant qu'il décède, et puis quand il est décédé, c'est aller encore un peu plus loin, j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas un problème, mais que c'était mon garde-fou. Et que c'était parce que ça avait déjà été là qu'il me l'avait montré tout au long de ma vie que justement je pouvais faire toutes les expériences du monde, dans le spirituel et dans l'énergétique et dans le vibratoire, sans avoir à avoir la crainte de m'y égarer, de m'y perdre. Parce qu'il me l'avait tellement montré, il me l'avait tellement mis sous les yeux, et que peut-être ça n'avait jamais été un problème qu'il portait lui, mais que dans toute sa sagesse, dans toute sa beauté, dans toute sa perfection et dans l'amour qu'il me portait, il avait aussi accepté de jouer ce rôle pour m'éviter à moi cette, euh, cet écueil. Mais donc du coup, parce que je l'ai vu, parce que j'en ai fait le tour aussi avec lui, au travers de lui, ben, je n'ai pas à le craindre. Parce que c'est bon, c'est ok, c'est vu. Et on passe à autre chose. Et donc du coup, maintenant, j'ai plus besoin de retenir ce flot-là. Le meilleur moyen d'aider les personnes qui, forcément, je le devine, euh, nous sont proches d'une manière ou d'une autre et qui peuvent vivre cela, c'est de prendre en charge notre douleur. Parce que souvent, il y a beaucoup de douleur et il y a beaucoup de honte aussi autour de ça. Ensuite, c'est d'accepter cet état qu'on peut appeler maladie, mais souvent, il y a une non-acceptation dans la famille et dans l'entourage de ça parce qu'on ne reconnaît pas l'autre. Et parce qu'il y a aussi une forme de déchéance qui va avec. Et ensuite, c'est la gratitude. Je ne peux pas changer les choses. On peut essayer de lutter contre, mais on ne peut pas. En revanche, on peut changer la manière dont on le regarde et la manière dont on le vit. Et moi, mon oncle, eh ben voilà, il a été érigé dans mon esprit au rang de mes maîtres qui m'ont le plus apporté
en acceptant aussi de jouer de leur image, d'être diminué en apparence, mais en me montrant avec une sagesse infinie les sphères dans lesquelles il ne fallait pas que je me perde. Donc, je crois que ça n'a plus besoin d'exister non plus quand on en a cueilli de trésors cachés. Et que ce n'est plus une contrainte, ce n'est plus une malédiction, un coup du sort, mais que c'est la grâce absolue à l'œuvre que je vois comme telle, jusque dans ce que j'aurais préféré qui n'existe jamais. Merci. Alors, 45, hein, une dernière. Je m'en lasse pas en fait, c'est le kiff. Alors juste un truc, il y a Jacqueline qui m'a envoyé, je l'ai fait très très courte, mais qui m'a envoyé comment faire comprendre à mon fils ce que l'univers veut lui dire avec une expérience qui lui est arrivée 2 fois en quelques mois. À part l'amour et la lumière, ben, rien d'autre. C'est exactement ce qu'on vient de voir pour les personnes qui peuvent être atteintes de maladies psychiatriques, c'est-à-dire ben, c'est que par l'amour et par la lumière, c'est en lui faisant confiance et c'est en arrêtant de penser que tu as quelque chose à lui donner, parce que quelque chose à lui donner le diminue. Il a peut-être quelque chose à te donner là-dedans, mais ou pas, mais tout est à sa place. Et plus je soutiens le fait que l'autre soit en capacité de goûter à sa lumière, et moins je doute qu'il soit au rendez-vous avec lui-même, même si ça prend des apparences qui me font peur, et plus je prends en charge ma peur, et puis c'est à sa place. Ben je vais en prendre une dernière qui dit comment aider nos enfants à l'école alors que l'école les met en vrac. Je fais court, il y avait autre chose derrière, mais en gros le message c'est ça. Ben, en arrêtant de penser que l'école les met en vrac. C'est tout. Nous sommes créateurs. Et nous sommes créateurs aussi autour de, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais moi, j'entends plein de choses sur l'école, l'école, l'école. Et en fait, je trouve que l'école, elle est vraiment pas si mal. Alors après, on peut faire d'autres choix, mais pour nos enfants, il y a des personnes qui déscolarisent leurs enfants, qui leur font l'école à domicile. Et après tout, pourquoi pas? Et si ça épanouit l'enfant, si ça épanouit le parent, et si c'est un projet de vie ensemble, soit, quoi, super. Mais est-ce qu'on a besoin de casser le système pour s'octroyer ça? Ben non, on peut faire ce choix juste parce que c'est ce dont on a envie, sans avoir besoin d'autre chose. Et après, on attire les expériences qu'on attire dans l'éducation nationale comme ailleurs. Mais moi, je connais plein d'enseignants qui sont super investis. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est pas des enseignants, mais c'est l'institution. Mais moi, je connais plein d'endroits où ça marche aussi. Et j'en ai des témoignages dingues. Et je vois aussi plein de parents euh, qui sont qui tiennent pas ce discours, et puis d'autres qui tiennent ce discours, et puis de plus en plus d'enfants, et j'en ai vu beaucoup en cabinet, qui faisaient de plus en plus de phobie scolaire, etc. Euh, mais peut-être aussi parce qu'on y donne cette attention et cette permission-là. Et aussi, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai vu aussi beaucoup de parents qui projetaient sur leur enfant le fait d'être des enfants de lumière, qui arrivaient pour ceci, pour cela. Et donc, du coup, alors qu'on pense considérer l'enfant pour ce qu'il est vraiment dans toutes ses dimensions, et donc, du coup, le valoriser, en réalité, on l'enferme aussi dans des boîtes et l'enfant, il est obligé d'être le sage alors qu'il a choisi de passer par sa condition d'enfant. C'est lui laisser cela. Euh, et même si peut-être demain, comme tu le mentionnais dans la suite du message, ton enfant sera amené à changer les choses, effectivement, il a décidé de passer dans cette condition-là. Donc, c'est l'aider à le vivre du mieux possible sans lui éviter ces expériences aussi souffrantes ou douloureuses ou en tout cas inconfortables soient-elles à des moments. Est-ce que je peux l'aider à le vivre sans avoir besoin de s'en extraire? Et pour moi, la clé du tuteur pédagogique, que ce soit le professeur, que ce soit le parent, c'est ça. C'est pas je t'extrais de là, mais c'est je vais t'aider à mieux le vivre pour que justement tu deviennes tout terrain. Et donc peut-être qu'en cela, l'éducation nationale et l'école est à sa juste place, avec toutes les contraintes, avec toutes les limitations qui parfois nous feraient bondir, mais aussi avec un fil rouge, avec des gens qui y croient, des gens qui mettent une intention particulière, et même quand on ne le décèle pas d'un autre côté, et même quand il y a des enjeux qui s'entrechoquent. Mais malgré tout, dans l'expérience de création que nous formulons, l'opportunité que nous nous offrons de dépasser ce que nous pensions être nos limites et qui peut-être en réalité ne l'avaient jamais été. Et je crois que plus tu, bien sûr, prends en considération la difficulté de ton enfant à cet instant-là,
mais que tu vois au-delà de cela dans toutes ses ressources et dans sa capacité à dépasser ça, et plus tu lui reflètes, et plus ton enfant peut s'y adapter. Après, il fera ses propres choix, ou elle fera ses propres choix. Mais ses propres choix en étant libre de faire ou de ne pas faire, en n'étant pas dans une incapacité qui l'empêcherait d'explorer quelque chose et qui pourrait, et on boucle la boucle, et donc du coup ça sera la dernière question, j'ai commencé sur la complétude, qui l'empêcherait de vivre la complétude parce que quelque chose viendrait à manquer. Mais tant que je pense que quelque chose viendra à manquer, je ne peux pas être. Je ne peux pas être totalement. Donc, y compris avec cela, dans ces temps, même si demain ça sera différent et que ça sera juste que ce soit différent, aujourd'hui c'est comme ça. Et donc, je suis exactement au rendez-vous avec moi-même, avec la vie que j'ai choisi de vivre, avec les expériences que je n'ai pas besoin de remettre en cause. Et donc, du coup, je peux m'y abandonner. Chin. J'espère qu'elle est bonne. Du coup, j'ai pas mangé mes cacahuètes. Euh, J'espère que c'était convivial, distrayant. J'ai pris du plaisir, moi. C'est bien que ce soit un format un peu court. Et voilà, parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je fais plein de gros bec. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de parler québécois. Et puis à bientôt. Peut-être qu'on s'en refera d'autres. J'en sais rien. J'aime pas trop prévoir, à vrai dire. Mais c'est un peu la formule que je proposerai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Je vais vous en reparler bientôt, mais j'ai lancé des pochettes surprises. Et je me demande, les pochettes surprises vont être sur l'après-midi. Et en fait, dans le délire, parce que j'ai vraiment envie d'un truc justement convivial et tout, et pas trop normé en termes de temps, même si on est obligé. Il y a des locations de salles, etc. Mais en fait, l'idée, je pense, des formules pochettes surprises dans l'après-midi, c'est que derrière, il y aura la possibilité d'aller bouffer ensemble avec quelque chose de loué déjà, peut-être sur le même lieu, etc. Et donc, ça sera après-midi surprise, et puis après, repas fun, quoi. Donc voilà, c'est en train de germer, il y a plein de choses. Je vous en parle aussi là, mais je vais faire un post bientôt. Je vais essayer d'organiser si vous y répondez, bien sûr, parce que j'ai aussi besoin de vous pour ça. Ces pochettes surprises dans différents lieux, des différentes régions. À chaque fois, il y aura un artiste que j'inviterai à venir pour offrir ce qu'il a à offrir et puis pour montrer son talent, le faire connaître aussi d'une certaine manière. Une initiative du local, du lieu dans lequel se fera la pochette surprise. Et puis des lieux un peu peut-être insolites. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des lieux à soumettre qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes et qui peuvent être compatibles aussi avec ce que moi je vais proposer, avec de la vidéo, etc. N'hésitez pas à m'écrire parce que voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis l'idée c'est de surprendre. Et puis déjà, donc il y aura une sorte de jeu de pistes pour arriver à cet endroit. On n'aura pas l'adresse de suite quand on s'inscrit. Voilà, ça sera à remonter progressivement pour prendre plaisir déjà et avoir une émulation à se retrouver et à vibrer ensemble sans enjeu. N'oubliez jamais que l'apéro c'est la vie, même s'il faut le faire avec modération pour ce qui concerne l'alcool, mais l'apéro c'est pas que l'alcool. L'apéro c'est la convivialité. Moi je suis du sud, j'ai fait ma première conférence en ligne en disant moi j'aime bien fumer une bonne petite clope, j'aime bien boire un bon verre de vin. Et je crois que l'aspect décomplexé a aussi touché l'aspect authentique où je me cachais de rien, où j'étais pas en train de raconter que j'étais quelqu'un d'autre. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre, n'essayez pas d'être exemplaire. Soyez vous-même, c'est juste largement suffisant. Je vous aime les amours, prenez soin de vous, bonne soirée et à très vite.